La composition en fait des photos, c'est toujours la même. J'ai pris le parti tout de suite de travailler avec cet écran et de pas utiliser, et de pas faire les photos sans écran en fait. Ce que je voulais, c'était j'avais besoin d'une limite quand j'ai démarré ce projet. C'est important à dire parce que quand j'ai travaillé sur Wildermann, j'étais dans un projet sans limite où je pouvais vraiment aller loin. Et là, j'avais besoin de me retrouver un cadre. L'écran, il m'a donné un cadre et puis ensuite, ça crée une dialectique. C'est-à-dire toute simple de mettre dans un premier plan le modèle, la demoiselle photographiée, là où les demoiselles photographiées, et puis dans un deuxième plan, le paysage. Le jeu ensuite, ça a été de composer dans le deuxième plan, de composer des images où il y avait vraiment une action, une narration dans le paysage. En fait, globalement, pour créer la situation, je m'installais face à un paysage et puis je demandais aux demoiselles qui étaient là d'être comme des figurantes et de jouer dans l'espace. On arrive même à des anachronismes, c'est-à-dire que dans la même photo, on va avoir en premier plan une demoiselle habillée dans une tenue de 1940 par exemple, et puis dans un deuxième plan, on va voir par exemple des demoiselles en train de ramasser des algues qui vont être en tenue, par exemple, des tenues de cérémonie, ce qui paraît aberrant, ou des anachronismes simplement parce que dans la même photo, on va voir une fille habillée dans une tenue de 1860 et une autre habillée dans une tenue de 1920. Et l'œil, en général, enfin, le regardeur s'en rend pas réellement compte, mais c'est comme si on voyait toutes ces tenues comme un tout, en fait, comme si c'était un tout historique qui n'avait pas réellement de hiérarchie. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe sur ce deuxième plan, ben, c'est une peinture, c'est une scène. Au départ, j'ai fait aucune photo avec la scène seule. Et puis prise au jeu, je me suis aussi mis à photographier seulement la scène derrière l'écran et même à ne plus avoir personne au premier plan. Simplement parce que c'était beau à voir. Ce qu'on voyait dans l'écran, c'était parfois troublant parce qu'on retrouvait des formes de la peinture ou réaliste, ou même parfois on retrouvait un peu le côté épuré même de l'école de Pont-Aven avec certaines couleurs ou de certaines gravures ou de certains dessins. Quand j'ai démarré, j'avais tout à apprendre. Et ça, c'est un peu comme pour tous mes projets. C'est-à-dire que je raisonne d'instinct en me disant ça correspond à ce que je fais ou ce que j'ai envie de faire. Et puis petit à petit, ben, je me documente et puis je parle beaucoup avec les gens. Et puis j'apprends les termes, les mots. On retrouve les mêmes termes que dans toute la mode en fait. Parce qu'on peut parler réellement de mode, et dans toute la mode ancienne, mais aussi contemporaine. Mais on retrouve aussi des termes militaires, on parle d'épaulettes, on parle de jugulaire, on parle de barbe. Donc il y a des histoires un peu comme des mythologies de la coiffe bretonne, qui serait comme une coiffe comme un petit animal sur la tête d'une fille qui aurait rétréci avec le temps. C'est assez ridicule, mais c'est drôle. Moi, je pense juste que la coiffe, c'était super embarrassant. Et puis que petit à petit, ben, les filles ont trouvé des ficelles en fait, pour arrêter de se les prendre sur le visage et de pouvoir en fait, vivre avec leur coiffe, accompagner en fait, leur émancipation. Puisque plus la femme se montre libre, en fait, et plus sa coiffe perd de la présence, sauf chez les bigoudènes de Pont-l'Abbé qui ont allongé la coiffe et rétréci leur jupe aussi. Mais pour le reste, la coiffe devient de plus en plus précise, élaborée, parce qu'il y a toutes les techniques de broderie industrielle qui se mettent en place. Et en parallèle à ça, ben, de plus en plus petite, parce que de plus en plus précieuse, quoi. Et ça fait des objets portés par ces femmes qui sont intéressants. C'est un peu ma vision la vision que j'ai de ces coiffes. Et j'aime bien les noms des coiffes. J'aime comment les filles les appellent plutôt que comment les historiens les appellent. J'aime bien les coiffes qui parlent de boîte à camembert ou de boîte à savon
qui parle d'oreilles de cochon. C'est-à-dire comment les filles d'un village ou d'un pays appelaient la coiffe des filles de l'autre pays pour se moquer d'elles. C'est assez émouvant. La lecture qu'on a un peu de mon travail en général, c'est de dire que j'ai une approche assez vieille école, que je m'intéresse aux groupes traditionnels. On m'a même parlé de communautés invisibles, c'est-à-dire qu'il y a eu comme une mythologie aussi de penser que le monde qui se globalisait ou qui se mondialise en fait, provoquait la disparition des communautés. La réalité, c'est que c'est juste le contraire. C'est-à-dire que plus on parle de mondialisation et plus les communautés en fait ont trouvé des outils pour se renforcer et pour se resserrer en fait. C'est-à-dire que se donner les mêmes outils de la mondialisation en fait, qui sont l'internet, etc., ont été récupérés aussi par les communautés pour exister. Les communautés des cercles celtiques, ou les groupes qui font les hommes sauvages en Europe, utilisent Facebook ou Internet, etc. Après avoir été travaillé à l'Opéra chinois ou auprès des gardes royales et républicaines, d'avoir rencontré des tas de groupes où on porte des tenues complexes avec du velours, avec de la peau d'ours, des boutons nickelés, etc. Il y a un côté comme ça un peu précieux et un peu ritualisé de la tenue qui m'intéresse. Donc photographier les bretonnes et les coiffes bretonnes, les tenues traditionnelles bretonnes, ça correspondait totalement à ce projet. Il y avait comme une volonté d'avoir un rapport précis avec cette dentelle et avec ces coiffes, et en même temps de trouver une image juste, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans... comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire qu'à la fois j'utilise les stéréotypes de la représentation de la bretonne, c'est-à-dire qu'en m'inspirant vraiment des cartes postales ou des peintures ou des photographies anciennes autour de la Bretagne, mais d'emmener ce stéréotype, de me le réapproprier, de l'emmener dans quelque chose qui me paraissait suffisamment juste et en même temps contemporain. C'est-à-dire qu'on ne doute pas un moment, quand on regarde ces photos, que les demoiselles qui posent sont bien de 2013, 2014, et c'est aussi ça qui compte. C'est une matière intéressante, ces coiffes bretonnes, parce que ça a soulevé aussi pas mal de débats avec les cercles, de savoir si c'était simplement de la reconstitution historique, ou si porter de coiffe bretonne, ça pouvait être quelque chose de contemporain. Est-ce que toutes ces jeunes filles qui s'habillent en bretonne peut-être plus de 20 fois par an le week-end, pour des festivals ou pour des fêtes bretonnes, est-ce que c'est faire de la reconstitution historique ou est-ce que ça fait partie de la vie, presque de la vie quotidienne, quoi. Ma conclusion, c'est que ça fait réellement partie de la vie actuelle en Bretagne, que les coiffes qu'elles portent très souvent ne sont pas des coiffes historiques, mais sont elles-mêmes des reconstitutions, donc ont été refabriquées, qu'elles continuent à les fabriquer par elles-mêmes, qu'elles apprennent à les faire, qu'à partir de ce moment-là, sachant qu'elles portent plus souvent la coiffe que moi je porte une cravate, alors je peux considérer que porter une coiffe bretonne en 2014, c'est encore contemporain.